La mesure de suspension temporaire des débits de boissons, auberges et motels situés au quartier Mélène, mini-ferme et environ antérieurement prise est levée à compter de la date de signature de la présente décision signée le 3 juillet 2023 par le sous-préfet de Yaoundé 6, Joseph Alain Etoundi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bars et commerces fermés du pouvoir abusif des sous-préfets. C'est l'axe principal de la thématique du débrief de l'actualité ce soir. Nous sommes en direct sur Canal 2 International et sur toutes nos plateformes, notamment YouTube et Facebook. Vous avez certainement découvert les invités, le panel de ce soir. Je commence par un qui nous vient de Yaoundé. Il a effectué le voyage pour nous retrouver ici à Douala. C'est le secrétaire national à la communication du FDC, Philippe Bitan. Bonsoir. Bonsoir madame. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Le voyage a été? Oui, le voyage a été. Actuellement, vous préparez le 5e anniversaire de votre parti politique? Oh oui, justement, nous vous remercions déjà de nous donner l'opportunité d'avoir une brèche au cours de votre programme pour parler de la préparation du 5e anniversaire du FDC qui se tiendra à Yaoundé. Et nous aurons deux grandes articulations, notamment la journée du 6 avec une ouverture à la salle de conférence de la Fondation Mouna par un grand thème « Quelle jeunesse ?» et quelle femme pour le renouvellement de la classe politique pour l'avenir du Cameroun. Ça, c'est la première grande articulation qui aura lieu le jeudi 6. Et la seconde grande articulation sera le dimanche 9 avec un déjeuner-dîner au Franco Hotel, dont nous avons dénommé le déjeuner du vivre ensemble. Là, nous inviterons, n'est-ce pas, toutes les personnes qui nous ont accompagnés durant les 5 dernières années, toutes les personnes qui nous ont donné des conseils, la classe politique camerounaise, l'administration, les chancelleries. Et tout le monde d'ailleurs invité du 6 au 9 juillet. Et le FDC, je le rappelle, ce sera sous le thème « Une force républicaine pour l'alternance et le vrai changement au Cameroun ». Voilà. D'accord. On suivra cette actualité avec vous, avec nos envoyés spéciaux ou nos collègues du côté de Yaoundé, certainement, puisque vous animez la scène politique. Hervé Nana, président de l'Association des détenteurs de débits de boissons au Cameroun, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille et bonsoir à tous mes copanélistes. Je précise que je suis le président national du syndicat des débits de boissons et bars du Cameroun. D'accord. Donc ce n'est pas une association, c'est un syndicat national. Voilà. On a vu votre combat depuis que la décision est tombée. Dernièrement, vous avez envoyé un courrier, on reviendra dessus tout à l'heure. Oui, on va. Merci d'être venu. Yves Abama, acteur politique du RDPC, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille, bonsoir aux panélistes. Et une fois de plus, le RDPC est heureux de participer au débat sur votre plateau. Ma modeste personne est doublement plus heureuse de porter sa voix. Et je suis heureux encore plus parce que il y aura un déjeuner du vivre ensemble à Yaoundé, c'est ça, organisé par un acteur politique. D'accord, vous avez bien ce mot. Voilà, j'espère que le vivre ensemble ira très loin. Comme il a dit que toute la classe politique sera là. D'accord. Vous êtes venu sous la pluie. On annonce de fortes pluies dans la ville. Oui, bon, c'est vrai que là, elles ne sont pas encore tombées, mais la météo annonce quand même des jours un peu compliqués à Douala. Dans le Vouri de manière générale. Bon, on compte faire comment? Vous savez, les Camerounais sont résilients. Ici, monsieur le préfet a pris sur lui de faire cette annonce. C'est pour préparer les uns et les autres déjà à se parer au pire. Vous savez qu'il y a des zones où on ne devrait pas normalement habiter, qui malheureusement sont habitées. Voilà, des zones à risque par des personnes qui malheureusement aussi ne peuvent se loger en ville que là où elles peuvent. Vraiment, si vous permettez la tautologie. Donc, c'est pour attirer nos frères qui vivent de ce côté-là, pour leur dire de prendre un certain nombre de mesures qui permettront qu'ils soient à l'abri des désagréments naturels qui pourraient... D'accord, de rester prudent. Voilà. Alors, Joseph Tafo, juriste, MRC, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille, à mes copanélistes ainsi qu'à
vos nombreux téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Naturellement, je vais dire bonsoir à mes amis politiques qui restent en otage. Je vais prier le représentant du RDPC qui est sur ce plateau, s'il peut poser la question au président de la République, à son champion de savoir... C'est aussi votre président. Je veux dire le président du RDPC, en fait. Parce que il faut faire la différence. On a le président de la République et le président national du RDPC. Posez-lui la question. Étant président de son parti, il est plus proche de lui que moi. C'est pour ça que je lui demande de poser la question, de savoir ce qu'ils font là-bas. Donc, le président est plus proche de lui. Merci beaucoup pour cette question-là. J'espère qu'on aura certainement une réponse en off. Pourquoi pas. Alors, la thématique aujourd'hui, ce sont ces bars et snacks, auberges fermées du côté de Mélène. La mini-ferme, c'est à Yaoundé. Cette fermeture a finalement été levée. Pourtant, c'était prévu pour 30 jours. Alors, je commence par vous, Hervé. On annonce une fermeture pour 30 jours et subitement, à peine 5 jours, la réouverture. Oui, mais il faudrait bien qu'on tienne compte que la mesure de fermeture d'abord a été salutaire parce qu'il faudrait d'abord qu'on pense à sécuriser les points de vente de cette zone. Vous savez bien qu'on parlait là d'un meurtre d'un homme en tenue. Et nous connaissons tous ici que quand les hommes en tenue sont victimes de quelque chose et qu'ils veulent faire un retour, le retour est toujours plus catastrophique même que l'acte qui a été posé avant. Donc nous, on a trouvé déjà la décision de fermeture très sanitaire parce que ça sécurisait non seulement les propriétaires des débits de boissons de cette zone, et même le secteur d'activité. Donc pour nous, quand on vient de lever 5 jours après, on pense que le climat d'apaisement est déjà un peu passé et qu'on doit tenir compte des enjeux économiques également. Parce que vous savez, les débits de boissons, c'est le petit maillon de l'économie du Cameroun. Philippe, vous qui venez de Yaoundé, vous connaissez bien la zone. Mélène, mini-ferme, c'est un lieu de haute, entre guillemets, prostitution, l'industrie du sexe, l'alcool, etc. C'est comme ça que ces zones ont été présentées. Donc il y avait lieu, avec cette insécurité, de fermer d'abord pour un temps. Oui, disons que partout dans le monde, dans chaque pays, dans chaque grande capitale, on trouve des quartiers comme Mélène, des quartiers de haute beuverie, des quartiers de prostitution, de crimes, etc. Moi, je crois que, comme l'a dit le président du syndicat, la mesure de fermeture était salutaire. D'abord, pour qu'il n'y ait pas une expédition punitive. Parce que n'oubliez pas que récemment, si j'ai bonne mémoire, ici à Douala, à Bonamoussadi, il y a eu meurtre d'une jeune gendarmette, si j'ai bonne mémoire. Tout à fait. Et vous avez vu ce qui s'en est suivi. Donc je crois que les autorités ont compris que malheureusement, nous présentons déjà nos FDC, nos sincères condoléances à la famille du défunt. Donc je crois que les autorités ont pris la mesure de la chose. Il fallait fermer, non simplement pour sécuriser le coin, mais 30 jours quand même, c'était beaucoup. Et je crois également que les autorités ont compris qu'il fallait lever parce que nous sommes en période de vacances. Il y a des parents qui ont ces débits de boissons. En fait, il y a toute une économie qui tourne autour de ce secteur. Et bien entendu, les rentrées, c'est bientôt. On ne va pas quand même fermer indéfiniment. Donc, je crois que la mesure, elle est salutaire. D'accord. Alors Joseph, on parlait un peu, on donnait des raisons pour la fermeture de cet endroit, insécurité occasionnée par ces lieux de joie, nuisances sonores, fermeture tardive, atteinte à la pudeur. Ce sont des arguments évoqués par le sous-préfet de Yaoundé 6e pour fermer cet endroit pour 30 jours. Est-ce qu'en rouvrant alors, tous ces problèmes-là ont été résolus en quelques jours? Il faut dire qu'en réalité, quand le sous-préfet ordonne une mesure comme celle-là, c'est tout à fait normal. Il va de son pouvoir en réalité. Mais seulement si on évoque ça et que quelques jours après on rouvre sans se rassurer de ce que... vous avez parlé de l'industrie du sexe tout à l'heure, vous avez parlé du grand banditisme. Est-ce que pendant ce temps, ces problèmes ont été résolus? Il faut voir si c'est le cas, mais j'en doute. Parce qu'en 5 jours quand même, on ne peut pas éradiquer la prostitution dans un coin comme celui-là. On ne peut pas supprimer ou alors annihiler le grand banditisme qui a lieu dans un secteur comme celui-là. Et il y a aussi d'autres mesures qui devaient attirer l'attention du sous-préfet, même pas seulement à Mélène, mais dans des autres endroits. Parce que, voyez-vous,
Le texte de 90 qui régule les débits de boissons fixe un certain nombre de conditions pour ouvrir. Il y a par exemple les distances entre les boissons, ou alors il y a la distance est de 200 mètres minimum. Alors, je ne sais pas si nos sous-préfets tiennent compte de ça. Il y a également des endroits où on ne devrait pas voir ces débits de boissons. Il y a les centres hospitaliers, il y a les écoles, il y a les lieux de culte. Donc c'est autant de choses sur quoi il va falloir veiller. Je ne suis pas très sûr. Parce que si on s'en tient seulement dans le cadre ici à Douala, si vous allez au niveau du Ange Raphaël, vous allez voir que à côté de l'université, je parle d'Ange Raphaël parce qu'il y a l'université là-bas, vous allez voir que cette distanciation-là n'est pas malheureusement respectée. Si vous allez à la Quintine, vous allez à l'hôpital d'Edo, vous allez à l'hôpital général, vous allez voir que malheureusement, ce n'est pas respecté. Parfois, collé à la barrière de l'hôpital, il y a problème. Donc, si le sous-préfet a fermé à Yaoundé pour ces motifs-là, je doute fort de ce que 5 jours, quelques jours après seulement, ce soit ouvert parce que en un temps aussi court, on ne peut pas. Sauf si en amont, il a pris des dispositions pour éviter que on rencontre encore Alors, des Yves, on connaît bien Mélène. On connaît qu'il y a des formations hospitalières tout à côté, il y a des écoles, il y a des familles même qui vivent dans cet environnement-là. Et on a applaudi quand même la mesure du sous-préfet. Ça permettait, au moins on espérait, de réguler un peu le coin. Mais un rétro-pédalage appelle le coq à chanter que le sous-préfet revient sur sa décision. Mais Lille, finalement, j'ai de la peine à saisir la volonté des Camerounais. Quand j'ai des Camerounais, je m'appuie un peu sur les médias parce que vous êtes une espèce de représentant de la société. Parce que quand le sous-préfet prend cette décision, il y a des voix qui s'élèvent pour dire « Ah, là, on est en train de tuer une certaine petite économie. » Et je pense que le président du syndicat l'a dit tout à l'heure. Il y a des Camerounais qui vivent d'un certain nombre d'activités de ce côté-là. Et vraiment, 30 jours, ça paraissait très long. Et je voudrais dire que pour avoir lu le communiqué du sous-préfet, la décision du sous-préfet qui lève la suspension, je pense qu'il y a quand même des motifs, parce que le sous-préfet vous dit qu'il y a des interpellations qui ont été faites et qui laissent penser que les auteurs d'un certain acte ont été rattrapés. Alors, si on a pris une mesure, parce qu'il y a eu un problème quelque part, et qu'on arrive à mettre la main sur les principales personnes qui ont causé le fait, en réalité, pourquoi est-ce qu'on doit la prolonger? Je pense que l'autorité administrative, par rapport au retour de terrain, a pensé d'une part aux acteurs de cette petite économie, d'autre part à cette population, parce que dites-vous bien que quand ces lieux ferment pour des problèmes que nous avons, il se crée encore plus d'obscurité et donc plus de danger. C'est-à-dire que parfois, il y a des carrefours ici où la sécurité tient au fait qu'ils sont fréquentés. Mais c'est grave, c'est que vous voyez, non, c'est pas grave. C'est-à-dire que si vous arrivez, par exemple, je vous prends un cas. Les urbaines doivent être électrifiées. Je vous prends un cas. Bon, malheureusement, c'est pas ça. On fait avec la réalité. Vous arrivez en Ndokoti, à n'importe quelle heure, certaines personnes vous disent qu'elles s'y sentent en sécurité parce qu'en Ndokoti, il y a toujours du monde. Vous voyez, c'est un peu le cas des carrefours comme Miniferme et autres. C'est-à-dire que quand le sous-préfet revient sur sa décision, il y a plusieurs raisons qui pourraient vraiment amener à comprendre. Maintenant, vous avez évoqué un cas tout à l'heure et j'ai aimé particulièrement la réponse de Hervé, quand on parle de la prostitution, il vous a dit que, oui Philippe, je m'excuse, il vous dit que en réalité, dans les grandes métropoles du monde, malheureusement, ces choses-là sont présentes. On a beau les combattre, on a beau essayer de les faire reculer, mais connaissant nos habitudes humaines, connaissant les habitudes de la ville, on a de la peine à les éradiquer comme vous les mettez. Et là, je me demande si vous n'êtes pas dans une espèce d'angélisme, parce que nous dit qu'on va les éradiquer. En réalité, c'est pas possible. Je suis favorable aux mesures prises par le sous-préfet en amont, et c'est vous qui l'avez encore dit. Et je suis certain, parce que sur une décision, on ne peut pas tout dire. Le sous-préfet vous dit ce que vous devez entendre, mais ce qu'il prend comme mesure en back-office pour qu'un certain nombre de situations ne se répètent pas, il ne le dit pas. Et ça, ce sont les agents des forces de l'ordre. Et je pense que même les tenanciers des débits de boissons et autres, vous devez être soumis à des mesures de sécurité préalables. C'est-à-dire que vous-même,
Vous prenez un certain nombre de mesures pour que certaines choses ne se passent plus. J'ai suivi chez certains de vos confrères un reportage hier dans cette zone. Quand je dis que le noir, l'absence, le vide concret peut favoriser d'autres crimes. Je vous assure, la rue était tellement déserte que un passant seul, marchant de ce côté, ne se sentirait pas en sécurité. Vous voyez, en réalité, il y a toutes ces choses qui concourent à la décision du sous-préfet et qui font que on ne peut pas asphyxier des Camerounais pendant 30 jours. Maintenant, est-ce que la levée signifie encourager la débauche? Parce que je vous vois déjà venir, je vois mes amis venir. Voilà. Est-ce que c'est encourager la débauche? C'est un autre débat. Voilà, c'est un autre débat. Est-ce que finalement, cette industrie du sexe et de l'alcool n'ont pas eu raison du sous-préfet? Parce que quand on pose un acte en amont, on mesure quand même, on mesure quand même l'intensité de la décision sur la scène. Prendre une décision le 29 et nous sommes le 3 juillet, on se retrouve avec un rétro-pédalage, on se demande finalement si le sexe et l'alcool n'ont pas eu raison du sous-préfet. Non, je ne parlerai pas du sexe parce que nous ne vendons pas le sexe dans nos points de vente. Non, je parle de façon globale, on parle de la décision. Le sexe n'est pas loin. Ça accompagne... Je reviens d'abord pour dire ce que Maître a dit sur le décret 90. Non, le décret 90 est la libéralisation du secteur d'activité. Ça veut dire qu'on peut avoir des bars mitoyens, on peut avoir un bar en dessous, un bar en dessous. On se comprend, mais sauf que la distanciation de 200 mètres vol d'oiseau, permettez, je vais jusqu'au bout. La distanciation de 200 mètres au vol d'oiseau est pour les édifices, pour les églises, pour les écoles et les hôpitaux. Ce n'est pas pour les débits de boissons. Ça veut dire que les débits de boissons peuvent être jumelés. Aujourd'hui, vous avez dans le développement de ce secteur d'activité, les zones bars, où vous arrivez, vous trouvez 15-20 bars qui sont groupés quelque part. Ça, c'est légal. C'est légal. Ouais. Non, je revenais parce que vous avez dit que le décret n'est pas répliqué. Ok. Bon, maintenant, pour revenir à votre question sur est-ce que... le sexe et l'alcool ont eu raison. Non, il faut tenir compte également que les débits de boissons, comme je l'ai dit, c'est un fort maillon de l'économie de ce pays. Il faudrait qu'on le sache. Et nous sommes dans une période de vacances où tout le monde prépare la rentrée pour ses enfants. Si vous allez fermer compte le nombre... Et la vie humaine qui a été perdue on de l'a ce côté-là, vous faites comment de ça? On l'a regretté, c'est un incident qui est arrivé. Personne ne sort chez lui le matin pour aller tuer les gens en route. Même les hommes en tenue ne sortent pas le matin pour aller tuer des gens en route. C'est un incident qui est arrivé, on l'a déploré et on a adressé les condoléances à la famille. Et même à tout le corps. C'est facile de reprendre comme si tout était normal? Je vais vous dire 5 jours pour un début de boisson, surtout les week-ends que vous constatez là. C'est des jours où nous fonctionnons généralement avec du crédit que nous prenons dans les microfinances, dans les coopératives. Et généralement, c'est les week-ends que nous travaillons pour aller les reverser les lundis. 5 jours qui sont les jours clés du week-end, j'aurais souhaité qu'on nous ferme le lundi pour nous dire qu'on nous rouvre le vendredi, que de nous fermer le jeudi pour dire qu'on ouvre le lundi. On a perdu carrément tout le mois là. Ça, il faudrait que les gens comprennent. C'est un problème économique également. Nous ne sommes pas tout à fait d'accord qu'il y a eu meurtre. Personne ne l'a souhaité. Personne ne l'a souhaité parce que nous-mêmes, dans nos correspondances, nous avons adressé à monsieur le sous-préfet, on l'a félicité pour la décision, mais on a trouvé également qu'il faudrait que les barman soient aussi responsables. C'est-à-dire qu'on doit créer les comités de vigilance dans des zones où il y a de fortes concentrations de bars. Ça tombe bien parce que nous étions, il y a quelques mois, dans ce même arrondissement pour sensibiliser les bars. Le Sénébar qui était là pour sensibiliser les barman qu'il est important qu'on crée les pôles de sécurité dans ces zones-là. Parce qu'on doit être également prévoyant par rapport à notre secteur d'activité. Philippe, est-ce que ce n'était pas l'occasion pour le sous-préfet de Yaoundé 6e, avec ce qui s'est passé sur ce lieu, de permettre aux forces de maintien de l'ordre et même à la tutelle de réorganiser ce secteur? Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, le business passe au-dessus de la vie humaine. Vous prenez une décision parce qu'il y a un cas d'insécurité. Demain, parce que les gens crient « Oh, l'économie », un peu comme Hervé disait tout à l'heure. Et vous voyez un administrateur civil principal qui lève carrément la sanction sans tenir compte de certains paramètres. Parce que demain, on aura encore un meurtre, on aura encore de l'insécurité, on aura encore cette industrie de sexe. Vraiment, rien n'est garanti dès le départ. Bon, déjà, je ne sais pas si l'administrateur civil a levé cette suspension sans tenir compte de certains paramètres. Faisons un peu attention. Je crois que le sous-préfet gère une zone géographique bien précise. Et à son actif, il a
la gendarmerie, il a la police, etc. Ce qui fait que très souvent, même nous, les partis politiques, lorsqu'on demande une autorisation... Et la police existait avant ce crime. Hein? Donc, j'en viens, s'il vous plaît. Lorsqu'on demande une autorisation en manifestation, vous voyez que lorsqu'on vous l'interdit, on fait copie à la gendarmerie, on fait copie à la police, etc. etc. Je répète, tout crime devrait être puni. Mais est-ce que tout crime devrait arrêter le fonctionnement d'une économie? C'est peut-être difficile ce que je vais dire, mais non. On regrette amèrement ce qui s'est passé. Maintenant, je suis d'accord avec vous. Est-ce que les autorités administratives, sécuritaires, ont pris des mesures pour que ce genre de choses ne se répètent plus? Malheureusement, ça va se répéter. C'est la vie. La vie est ainsi. On naît, on meurt. Mais maintenant, la seule chose est d'organiser véritablement le secteur. Je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a rien à Mélène. Vous avez des capitales ici en Afrique où vous avez des quartiers qui sont des zones de beuverie, de prostitution et autres. Pour l'instant, on est à Mélène. Oui, non, je vous assure. Et on ne tue pas les gens là-bas chaque jour. Non, mais je crois que c'est quelque chose qui est arrivé malheureusement. Ce que nous demandons aux autorités, c'est que le Cameroun, qui est devenu, de mon point de vue, une grande beuverie à ciel ouvert, que les autorités essayent, n'est-ce pas, d'encadrer cela. Parce que lorsque vous allez, par exemple, quelqu'un l'a dit ici, lorsque vous allez du côté de l'université, c'est Ange Raphaël. Voilà, lorsque vous allez du côté de Ange Raphaël. Mais moi, je dis souvent que le diable existe là-bas. Le diable y vit. C'est-à-dire, vous avez l'école où on forme l'avenir de la nation qui côtoie le crime, le sexe et autres. Donc, de mon point de vue, c'est là où l'autorité doit revoir un ensemble de choses afin de protéger, n'est-ce pas, les populations, non seulement des nuisances sonores qui sont des maladies, de protéger la jeunesse même, parce que imaginez les jeunes qui sortent des collèges, lycées, la maternelle, qui vont à 6 h du matin, qui trouvent des gens qui sont c'est pareil, à Mélène, vous avez voilà, les lieux d'habitation qui sont sur place, etc. Là, par contre, il y a un véritable problème d'organisation à mener de ce côté-là. Il y a un véritable problème d'organisation à mener de ce côté-là. Joseph, il y a des personnes qui, depuis hier, pensent qu'on peut continuer à mourir, on peut continuer à être assassiné, la vie continue au nom de l'économie. C'est ce que cette mesure-là signifie, en fait. Quand le sous-préfet lève la mesure aussitôt, c'est ce que ça signifie. On peut aller loin, parce qu'on a privilégié ce commerce-là. Certes, on veut bien que les gens s'occupent, on veut bien que les gens préparent la rentrée scolaire, on veut bien que l'économie avance, mais pendant qu'on y est, on pénalise combien de personnes? Je veux dire qu'on est en train de tuer combien de vies? Parce que celui qui a été tué physiquement n'est que la partie visible de ce que la population subit dans ces zones-là. Il y en a qui sont tués presque tous les jours avec les comportements qui se passent là-bas. Parce que tout autour, il y a des maisons. La drogue, l'alcool, le trafic d'organes. Du sexe. On a parlé des nuisances sonores et olfatives. Atteinte à la pudeur, des c'est ce que les enfants tardives. tout autour la voient à longueur de journée. À quel moment ils se concentrent pour travailler, si c'est des élèves? À quel moment ils se concentrent? Si on parle de cas de Mélène, si on est à l'université ici à Douala, à quel moment ces étudiants-là travaillent? Parce que si on fait même baillon... Pardon? Non, on est dans un pays on va faire comment? Ils sont pleins, puisqu'on a fait des reportages. On a fait des reportages où des étudiants se plaignent. Ils se résignent parce que les étudiants sont mineurs. Vous pensez qu'ils sont mineurs? Non, ils ne sont pas. Est-ce Mais qu'ils sont est-ce que ça mineurs? justifie cela en fait? Non, je pose la question. Est-ce qu'ils sont mineurs? Moi je pense Parce que s'il faut regarder, on n'a pas, je ne pense pas. Faisons attention. On a des Faisons enfants, attention. on n'a pas parce qu'ils ne sont pas mineurs qu'on ne pourra pas... Est-ce qu'il y a l'âge pour souffrir de nuisances sonores? Non, lorsqu'on n'offre pas à la population une autre alternative, on va croire que c'est normal. C'est ce que je suis en train de dire que c'est de ça qu'il est question. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Allez-y. Donc il se pose donc un problème de sécurité de bout en bout. C'est-à-dire qu'il y a la sécurité physique, il y a la sécurité au niveau de l'éducation, il y a la sécurité psychique de toute la population, mentale et tout ça. Ok, il y a 20 personnes qui sont des propriétaires de bars là-bas. Peut-être chacun nourrit 10 personnes. On se retrouve à 100. Maintenant, il y a
ces 20 personnes-là posent problème à combien d'autres personnes? Parce que si vous évaluez, vous allez voir que ceux qui payent le prix de ces bars qui sont installés de manière anarchique et qui pompent la musique à tout moment, ceux-là, ceux qui font souffrir, ceux qui souffrent sont supérieurs à ceux qui mènent ce genre d'activité. Donc il fallait revoir comment est-ce que ça se passe. Maintenant, le problème, il y a encore un autre problème qui se pose, c'est au niveau des licences. C'est quand même curieux, parce que il y a deux catégories de licences. Il y a des licences qui vont de 6h à 21h, qui doivent fermer à 21h. Mais je vous jure que si vous faites un contrôle inopiné, vous allez voir que ce qui a été mentionné dans la décision lors de la fermeture. Voilà. Vous allez voir que ceux qui sont là jusqu'à 23h, parfois ont une licence qui devrait s'arrêter à 21h. Et on laisse faire. Il n'y a pas de contrôle inopiné. Ou alors s'il passe, peut-être que quelques billets de banque et ça passe. Vous comprenez? Il y a des bars qui ont des licences pour vendre simplement des boissons hygiéniques. On se retrouve avec des boissons alcooliques où tout le monde peut venir acheter. Même à 21h, 22h, vous allez voir les enfants. Vous pouvez aller de la majorité tout à l'heure, mais entrez dans un bar, prenez une bière, peut-être à 21h. Vous allez voir un enfant de 14 ans qui vient acheter une bière. Est-ce que celui qui accepte de prendre son argent ne constate pas que c'est un enfant mineur? On ne demande pas vraiment d'être policier en même temps. C'est un C'est une responsabilité collective. Oui, je suis d'accord. Nous sommes des parents. Si on a rouvert ces bars, de voir son enfant aller s'enivrer. Donc on ne peut pas demander, la loi n'autorise pas à un barman de demander la carte d'identité d'un client qui est dans son point de vente. Par contre, dans votre syndicat, pour un problème d'éthique morale, pour une question d'éthique, s'il vous plaît, vous devriez, ce que la loi ne prévoit pas dans un domaine d'activité bien précis, vous dites bien c'est un syndicat. Le syndicat regroupe un ensemble d'acteurs. Pour un problème d'éthique, même si la loi n'a pas prévu, pour un problème d'éthique, vous, dans votre syndicat, vous devez pouvoir installer ce genre de... C'est ça qu'on appelle la responsabilité de tous et de chacun. Mais Yves, est-ce que ce n'était pas l'occasion donnée avec cette insécurité de trop, de réorganiser véritablement le secteur de bars, snack-bars, auberges et tout ce que cela comporte pour éviter... C'est vrai, on ne peut pas éradiquer complètement, mais réduire. Parce que aussitôt la mesure a été levée, vous avez des personnes qui crient de joie et ça va boire, comme on dit, jusqu'au petit matin. Et après, vous allez entendre que tel a été drogué, tel a été assassiné, et la scène va se reproduire. Non, je voudrais faire une précision. Je comprends la posture que vous prenez parce que c'est la posture de la protection de la population. Non, vous posez la question, mais à travers vos questions, on voit une posture. Et je pense que Maître également a relevé cette posture. Il ne faut pas que les gens aient le sentiment que nous venons faire la promotion de la dépravation. Je voudrais dire que dans ce domaine-là, il faut qu'on fasse respecter la loi. Effectivement, il y a des populations qui vivent. Dans le reportage dont je parlais tout à l'heure, j'ai vu beaucoup de parents qui étaient heureux de la fermeture de cette débit de boissons et ils donnaient alors comme raison un certain nombre d'éléments qui ont été donnés autour de cette table, des enfants qui subissent un certain nombre de choses. De voir que la mesure a été levée. Donc ils ont effectivement, ils ont été supprimés. Mais il faut que, au-delà de tout, nous comprenions une chose. Nous sommes dans un environnement qui fonctionne tel qu'il est. Nous sommes dans un environnement où, malheureusement, c'est l'activité... Non, on n'a pas normalisé les cas. C'est l'activité économique qui génère des revenus et qui fait que le pays avance. Au prix du sang humain. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pas au prix du sang humain. Je vous assure que l'île, quelles que soient les mesures prises, quel que soit ce que l'État fait, ce genre de situation-là, comme il l'a dit tout à l'heure, très malheureusement, il y en aura toujours. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut simplement qu'on essaie d'anticiper. Et là, je vais également interpeller Monsieur le Président du syndicat pour qu'on ne nous dise pas ici, les barman n'ont pas le droit de demander la carte, Monsieur le Président. Je pense que ce n'est pas, c'est pas bien de le dire. Un barman qui est là et qui voit un enfant de 14 ans, au moins de visu, vous voyez un enfant qui arrive, ne lui vendez pas d'alcool. Peut-être imposez ça à vos membres. Dites, et je vous assure qu'il m'est souvent arrivé de me lever d'un débit de boisson, de laisser ma boisson là et de rentrer chez moi parce que je suis assis, je consomme et je vois un gamin qui ressemble peut-être à mon élève de 6e, 5e, 4e venir s'asseoir
au nom de la liberté à côté de moi, se mettent à boire la même bière. Je laisse la mienne, je laisse la mienne et je vous assure, je rentre chez moi. Il faut que les contrôles soient sincères. À ce niveau-là, interpellons nos amis des forces de l'ordre parce qu'il se dit un certain nombre de choses sur eux. Il se dit que par rapport aux licences, non, même pas qu'ils boivent avec, c'est même plus grave. Par rapport aux licences qui expirent, qui a 21 heures, qui a 22 heures, bref, et ils ne regardent pas ça. D'après ce qu'on dit, certains passent pour prendre un certain nombre de choses que je ne vais pas mentionner ici et repartir sans effectivement faire le travail. Il faut que chacun à son niveau fasse son travail. Que les autorités pensent effectivement à ces populations-là, qu'on essaie de les sécuriser, mais on ne peut pas les sécuriser en fermant les débits de boissons. Qu'on essaie peut-être de discipliner les promoteurs, qu'on essaie de leur dire de mettre en place un certain nombre de comités de vigilance qui vont faire que des gens au quartier ne se sentent pas en insécurité. Et puis, avec le temps, il faut vraiment qu'on essaye de répondre à, de donner un sens à ce que nous avons mis nous-mêmes dans notre loi, à savoir que s'il y a ici une école, là un hôpital, là mais là c'est le cas, vous avez l'hôpital en face, voilà, qu'on essaye vraiment on essaye de réguler les choses de sorte que les nuisances sonores, les nuisances acoustiques, tout ce qu'il y a, même visuel, je vous assure, dans cette zone, je la connais parce que j'ai été à l'école normale supérieure, mais les non allaient manger les beignets là-bas chaque soir. Je vous assure qu'un enfant de 10 ans, je ne sais pas si c'est toujours comme ça à l'époque, il ne connaissait rien de la pornographie et brutalement, il peut la découvrir dans la rue au travers d'un CD qu'on vend là. Je ne parle même pas, voilà, je ne parle même pas des prostituées qui sont là. Donc je voudrais dire que voilà, vraiment je voudrais dire sur ce point que en même temps, on a un impératif économique à protéger. En même temps, on a un impératif moral à conserver. Et au nom de ces deux, le juste équilibre serait que chacun fasse son travail. Chaque autorité, j'insiste sur les autorités de maintien de l'ordre, parce que le sous-préfet n'est pas en contact permanent avec ces lieux-là. Ce sont les autorités de maintien de l'ordre qui rôdent chaque soir. Il y a la patrouille. Vous voyez, on sortit d'une émission ici à Douala, dans un autre média. J'ai vu une patrouille de gendarmerie rafler les commerçantes du sexe. Vous voyez, et ce sont des images assez positives, parce que quand on les prend une fois, 2 fois, 3 fois, elles subissent un certain nombre de désagréments. Voilà, elles comprendront que l'activité est interdite et qu'il ne faut pas s'exposer. Lorsqu'il y a une décision pareille, vous, à votre niveau, vous qui êtes président du syndicat, vous avez d'ailleurs adressé un courrier au sous-préfet, au gouverneur de la région du centre, au MINAT, c'est ça, et à d'autres autorités de la ville de Yaoundé. À ce moment-là, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que ce n'est pas une interpellation? Parce qu'on a vu justement vos débits de boissons avec des sons. Les gars vous mettent des baffles carrément devant, à l'entrée même du snack, du bar, au détriment de la liberté d'autrui, au point où, du jour au lendemain, dans un quartier où résident des familles paisibles, vous avez des bruits à longueur de journée, vous avez des petites zones de banditisme qui s'installent là, vous avez la drogue qui s'installe et finalement, ça devient un circuit incontrôlable. Maintenant, quand il y a des décisions pareilles, ça vous interpelle aussi sur votre responsabilité? Oui, ça nous interpelle parce que, comme je l'ai dit tantôt ici, en tant que propos, en mettant un peu de côté votre gain économique, bien sûr. Oui, nous sommes également des parents. En mettant à côté le gain économique, nous sommes également des parents. Et nous envoyons également nos enfants à l'école. Ce n'est pas pour qu'ils reviennent être sous à la maison. Donc, quand il y a une décision comme celle-là, vous avez lu notre courrier qu'on a adressé à l'autorité. On a demandé également qu'il faut qu'on essaie de réorganiser, qu'on profite de la circonstance pour réorganiser le secteur d'activité dans cette zone-là. On n'a pas tout simplement demandé qu'il fallait lever la mesure de fermeture. On a essayé et je vous disais qu'on était il y a 2 mois, on était dans la région du centre pour sensibiliser les barman, pour leur demander de prendre un peu plus de responsabilité dans l'activité que nous menons. Parce que dans notre secteur d'activité... un peu sourd, hein, apparemment, parce que si on arrive à cette situation... Et vous avez à le faire. La situation, c'est pas un barman qui a créé le meurtre. Il ne faut pas dire qu'on arrive dans une situation pareille. Je ne parle pas de barman, je n'ai pas parlé de... Je parle de contexte un peu, c'est-à-dire que l'insonorisation... L'insonorisation ne date pas d'aujourd'hui. Quand nous passons dans les sens et les sensibilisations, nous n'allons pas venir porter le baffle des gens pour le faire. Vous avez parlé des forces de maintien de l'ordre qui ont leur travail à faire. Ce que le syndicat fait, c'est qu'on sensibilise les barman de se sentir un peu plus responsables de l'activité que nous menons. Parce que quand on ferme, comme on décide par exemple, c'est la décision, les 4 jours, comme je vous ai dit,
d'un plan économique, c'est une grande perte pour nous. Et aucun barman n'est fier de traverser cette période. On se comprend. Donc, quand on sensibilise un barman, c'est pour lui faire savoir que si nous ne respectons pas, voilà ce qui va nous arriver. Eh bien, ce qui est arrivé à nos collègues, ils ont compris. Et je pense que à partir de cette levée, certains vont commencer à comprendre que le syndicat avait dit ce qui devait arriver. Et voilà que c'est arrivé, la décision est sortie aussitôt. D'accord. Donc, Philippe, il y a que dans cette zone de Mélène, il y a des personnes qui ont profité de cet environnement précaire pour transformer leur maison en chambre de passe, des auberges fortuites. Et oui, c'est-à-dire que c'est dans un business. Tout le monde se retrouve dans un business au point où le business est très ancré là-bas. Vous avez des enfants, des jeunes filles qui se retrouvent dans ces milieux-là à faire du n'importe quoi pour rester poli sur ce plateau. Vous avez la consommation de drogue. Et à un certain moment, on se dit qu'il est important de frapper véritablement du poing sur la table. Oui, bon, je crois qu'il est important de frapper du poing sur la table, mais je crois que ce problème, il est plus profond. On essaye de débattre en micro, mais si on veut débattre en macro, voyez-vous, quel est le rôle d'un maire dans un arrondissement? Ça, c'est la première question. Quel est le rôle des conseillers municipaux qui pensent la commune au-delà de l'autorité administrative? Parce que le rôle du maire, il est différent. Le maire a un rôle d'organisation de sa cité, de protection de ses habitants, de sa commune, de connaissance, voyez-vous, de tout ce qui se passe dans sa commune. Voilà où on doit véritablement, avant, l'autorité administrative, lui, il n'est que là pour sévir lorsque ça va mal. Mais vous avez eu des maires ici qui ont dit qu'on a rédigé des courriers, on a envoyé... Non, j'en viens. On ne peut pas dédouaner, c'est très important ce que je dis, on ne peut pas dédouaner les maires de tout ce qui se passe dans nos communes, dans nos arrondissements. Faisons très attention, sinon nous nous mettons carrément du côté de tout ce qui ne va pas pour la construction d'une nation. Lorsque moi, citoyen lambda, je vais à une urne, je vote pour un élu local. C'est pour que cet élu local puisse prendre des mesures afin de me protéger. Quel que soit ce qui se passe dans mon environnement de vie. Maintenant, pour cela, il travaille en collaboration avec tout ce qu'on appelle autorité administrative, police, gendarmerie et autres. Nous, ça dit, il faut à un certain moment qu'au Cameroun, on ait des vrais débats. On est des débats C'est pour ça qu'on est là ici. On est des débats, s'il vous plaît, on est des débats véritablement de démocratie. C'est quoi la démocratie? C'est quoi le rôle d'un élu? C'est quoi le rôle d'un citoyen? Mais ça se fait tous les jours. On ne vote pas un élu pour avoir ce genre de cas. On ne peut pas mettre de côté la responsabilité des élus dans ces histoires. On ne peut pas. Ça, c'est mon point de vue là-dessus. D'accord. Alors, Joseph, finalement, comment est-ce que des citoyens peuvent se prémunir dans un environnement pareil où un sous-préfet ne peut pas prendre une décision, rester ferme là-dessus, parce que vous aurez des pressions de toutes parts et vous vous retrouvez aujourd'hui avec un sous-préfet qui a levé carrément une suspension, une fermeture saluée par les parents, par la classe politique, etc. Comment finalement le citoyen peut faire dans cet environnement? C'est compliqué parce que ça a un rapport direct avec la gouvernance. Pourquoi? Parce que ceux qui se lancent à ce genre d'activité, c'est peut-être parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux. Je veux faire un parallèle avec un autre domaine qui existe, qui semble déranger, mais qu'on maintient. Quand vous passez dans toutes les rues où il y a les commerces, par exemple, où il y a les gens installer les comptoirs, à même la route. Sur la chaussée. Sur la chaussée. On va se plaindre de ce que il y a les boutiques à l'intérieur, on ne loue pas. Ça coûte cher. Il y a les embouteillages, on se plaint des embouteillages, on se plaint de l'occupation anarchique des routes. Mais tous les jours, on parlait des élus tout à l'heure, c'est les agents communaux qui viennent tous les jours distribuer les tickets. Il y a les taxes. Vendre les taxes, faire payer les taxes. Mais après avoir vendu la taxe, c'est la police qui va venir racler là, que le lendemain, ils reviennent. On sait que c'est pas bon, mais on les maintient quand même. Pourquoi? Parce que
on ne peut pas leur proposer mieux. C'est ça la vérité. On ne peut pas proposer mieux. Ceux qui ont ouvert les bars, peut-être parce que dans un autre domaine, soit ils vont être brutalisés avec les taxes, les impôts qu'il faut payer à tout moment, soit il n'y a pas un autre secteur qui peut normalement payer, je veux dire que qui peut lui être aussi rentable que le bar. Parce que derrière le bar, il y a beaucoup d'autres activités connexes qu'on ne voudrait pas expliquer ici. Tout le monde sait, rassurez-vous. Pour ne pas blesser tout le monde le sait. La morale rassurez-vous. de nos téléspectateurs. Donc c'est parce qu'il n'y a pas mieux à faire qu'on laisse faire ces choses-là. Comment s'en sortir? Ça a un rapport direct avec la gouvernance. Parce que si on avait pensé, je vais prendre encore un autre exemple. Non, s'il vous plaît, allez directement à la réponse. On ne va pas s'éterniser pour les exemples. Dans les exemples. Non, pour éviter de s'éloigner. C'est pour mieux illustrer ce qu'on est en train de dire. Donc, la meilleure chose à faire, c'est quoi? C'est d'occuper les Camerounais, c'est de créer les entreprises pour permettre aux gens de s'occuper, qu'on ne soit pas en train de faire même l'ouverture d'un bar, c'est pas un emploi, en réalité, c'est la débrouillardise. D'accord. Parce qu'à partir de là, on ne peut pas penser réaliser un véritable projet. C'est de la débrouillardise. C'est justement parce qu'il n'y a pas mieux. Donc, la meilleure chose à faire, c'est quoi? C'est d'occuper les enfants à travers les entreprises qu'il faut créer. C'est compris. On viendra sur le pouvoir d'achat des citoyens camerounais. Il y a une question qui a... tous ces genres de D'accord. Il y a une question qui est adressée à Yves, venant de Yaoundé, Jocelyne. Combien de personnes sont agressées dans cet endroit sans intervention de nos autorités? Pourquoi attendre que la situation touche une personne d'un corps de métier particulier pour avoir une réaction? Oui, je réponds à Jocelyne qu'on ne peut pas mettre un gendarme devant chaque Camerounais. C'est-à-dire qu'on arriverait même à l'eau fait qu'il y aurait toujours des personnes qui se feraient agresser. L'autre dit, c'est pas le souhaité, mais c'est la triste réalité. Ouais, mais Lille, je voulais revenir sur un élément qui me semble fondamental, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas compris la décision du sous-préfet. Le sous-préfet n'a pas levé cette décision ex nihilo. Non, il n'est pas parti de rien. Tout est motivé, hein, et je pense quand il lisait un peu sa série de vues, il vous dit, non, suivez, le dernier élément de sa décision, c'est quoi? L'entête. Il dit que des personnes ont été interpellées, des personnes responsables d'un certain nombre d'actes. Ça résout le problème? Il y a un problème. On a trouvé les auteurs. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on maintient la décision? Est-ce qu'on maintient d'autres personnes en difficulté? Décider de réorganiser la zone. Quelqu'un vous a dit tout à l'heure autour de la table que le sous-préfet ne dirige qu'un territoire bien limité, sa zone de compétence. Voilà. Et il ne lui appartient pas à lui de légiférer sur le fonctionnement de cette zone de compétence. D'accord? Il ne fait que faire appliquer la législation en vigueur. S'il faut réorganiser, c'est au-dessus du sous-préfet. Donc ne lui demandez pas de maintenir dans la difficulté des Camerounais alors qu'on a identifié ceux qui sont à l'origine du problème. Je suis d'accord avec vous sur la sécurisation des populations qui vivent dans cet environnement-là. Je suis d'accord pour qu'on essaye de conserver un peu la morale sociale en évitant aux jeunes de vivre un certain nombre de choses, de subir un certain nombre de désagréments dans cet environnement. Mais sincèrement, on ne peut pas faire le reproche au sous-préfet d'avoir levé, parce qu'il vous dit bien, la situation a évolué et elle a évolué comment? Parce que pas quelques personnes, on a arrêté des personnes responsables du crime. Et pour la prostitution qui est... c'était insécurité, justement, nuisance sonore, fermeture tardive, atteinte à la pudeur, ça n'a pas changé. Lille, ça n'a pas véritablement changé sur le Vous êtes bien d'accord avec moi que le sous-préfet ne devait pas attendre que tout ça change pour qu'il ouvre à nouveau. Sinon, on ferme tout. Hein. On aurait pu attendre les 30 jours et revoir après. Non, attendre les 30 jours. On ne peut pas faire des œufs sans casser les omelettes sans casser les œufs. Je savais que vous allez me dire ça, mais je vous assure que le sous-préfet qui est à la décision connaît la conséquence qu'il y a à mettre des entrepreneurs dans le noir pendant 30 jours. Et je vais vous dire, Joseph Tafo me surprend un peu ici parce qu'il veut nous donner le sentiment que ceux qui investissent dans les plaisirs sont, en fait, ils ont manqué des lieux d'investissement et ils ont dit, je viens investir ici. Non, c'est pas ça. Je vous assure que c'est une industrie qui nourrit son nom. D'accord? C'est une activité réglementaire. Vous voyez? Donc, à partir du moment où on se soumet à la loi et qu'on exerce son activité de manière normale, que voulons-nous de plus?
D'accord. Que voulons-nous de plus? Nous regrettons, et ça peut-être je ne l'ai pas dit depuis, on regrette amèrement qu'un décès soit arrivé, un assassinat soit arrivé. Il y a des agressions là-bas justement tous les jours et même on a ici à attendu que Douala, ça touche ici à Douala, il y a des agressions. Ici à Douala, il y a des agressions tous les jours. Peut-être à quelque chose de malheur est bon. Il fallait que quelque chose de cette nature se produise pour que le sous-préfet vienne un peu frapper. Quand vous regardez les images que nous propose Colin Souanchouan grâce à Michel Foucault et Karel Mezatia, vous voyez quand même que cette zone a besoin d'être électrifiée. Oui, d'être électrifiée, par exemple, respect des normes, le positionnement même des snack bars et autres. Vous savez, Lille, on ne peut pas... On vous dira toujours que Paris n'a pas été fait en un jour. Nos villes, malheureusement, quand je dis nos villes, je parle du tiers-monde, nos villes sont comme elles sont. Vous voyez, quelqu'un a dit ici tout à l'heure, on passe en Dokochi et c'est un adversaire politique. Mais j'aime bien l'entendre dire ce genre de choses parce que je me souviens toujours... Voilà, je me souviens toujours d'un plateau que j'avais fait avec un de ses camarades dont je ne vais pas donner le nom, à la suite des casses, parce qu'on avait fait des rafles quelque part en Dokochi. On a pris les marchandises et il se plaignait alors comment on peut prendre des marchandises des Camerounais, on a fait ci, on a fait ça. À un moment donné, les gens doivent savoir ce qu'ils veulent. Si le maire vient vous donner un ticket, non pas forcément, mais son camarade. Si le maire vient vous donner un ticket parce que vous avez occupé la voie publique, dites-vous bien que c'est normal. Quelqu'un qui occupe la voie publique pour des activités doit payer. On est d'accord là-dessus. Mon problème, c'est pas au niveau du paiement, le PVP. Regrettons le fait qu'il n'y ait pas assez d'espace parce que ces commerçants-là, peut-être qu'on aurait pu trouver des espaces plus accessibles. Mais les gars ne veulent pas, non seulement ça, les gars se plaignent que c'est trop cher. Pour louer une boutique, c'est 50 000, 100 000. Mais regardez d'abord le commerce. Ta tomate sur le commerce. Regardez, ils font quel genre de commerce? Ce commerce-là se fait même à Paris, où on vous vend des choses. À Hervé de réagir. Il y a la question justement de la réglementation autour du dispositif d'ouverture des bars et snack bars. Si ça avait été respecté, peut-être on n'en serait pas là. Respecté dans quelle mesure? Je vous ai dit que le décret 90 portant les modalités sur les débits de boissons permet qu'un débit de boisson soit mitoyen à un autre. Ça, c'est le décret qui le dit. Aujourd'hui, n'importe qui peut venir devant sa maison, transformer la devanture de son salon en snack bar, transformer une chambre de son appartement en snack bar, en bar, sans respect du tout de la réglementation. Non. On est d'accord au moins sur cela. C'est-à-dire que ça, c'est la création, ça, c'est les gens qui créent leur point de vente sans avoir de licence d'exploitation. C'est ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de réglementer ce secteur? C'est les débits de boissons clandestins. Vous ne pouvez pas mêler un débit de boisson clandestin avec un débit de boisson qui a une licence. Mais si ces gens-là fonctionnent normalement aux yeux de la police, des autorités, ça veut dire que... non, même les clandestins fonctionnent sans avoir de licence. Est-ce qu'il n'y a pas de citoyens qui se baladent là dehors sans CNI? Il y en a. Je vais pas citer c'est pas vrai? Voilà. Est-ce que ça veut dire que c'est pas un citoyen? Pour vous dire que ce n'est pas parce que on a un débit de boisson qu'on est normalement en règle. Nous également, nous sensibilisons les propriétaires de débits de boisson d'obtenir des licences d'exploitation. Parce que c'est ça qui prouve que vous êtes régi par le décret 90 et que vous allez respecter la loi. Mais pourtant, c'est un préalable. Le malheur, c'est que dans ce cas-là, on met tout le monde dans le même panier. C'est un préalable. S'il vous plaît. Oui. Voilà, on met tout le monde dans le même panier et c'est ce que nous déplorons au syndicat. Nous demandons également à l'État, quand on veut prendre certaines décisions, qu'on nous associe. Parce que si nous étions associés avant que ces décisions, par exemple, les 30 jours soient mises en application, on aurait donné des propositions et même avant que celle de la levée, on devait donner des propositions. Il faudrait qu'on arrête de penser que, comme l'a dit le frère de Joseph tout à l'heure, les débuts de boisson, ce n'est pas créé pour des gens qui ont raté leur vie. Je suis désolé. Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'on ne peut pas faire un business plan pour... Non, aujourd'hui, pour faire un début de boisson, c'est une entreprise. Et les gens sont en train d'investir plus de 100 millions pour créer les débits de boisson. Ça, vous ne pouvez pas le croire. Mais je peux vous le dire parce que je suis dans ce secteur d'activité depuis plus de 20 ans. Le bar que ma mère créait hier avait 200 000, 300 000, 500 000. Ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Ce que vous avez parlé aujourd'hui, les bars qui ferment à 21h, ça, c'est les ventes à emporter. Hein, c'est ce qu'on appelle des caves, les sous-dépôts et tout ça. Mais normalement, la réglementation dit les bars vont jusqu'à minuit. Ça, c'est une catégorie de licence. Il faut qu'on soit d'accord. Oui, c'est sur la catégorie de licence. C'est ce que vous avez dit. Vous avez dit, je vous remets sur le cadrage. Quelques petits détails. Le petit détail sur les 21h. 21h, celui qui ferme à 21h n'a même pas le droit d'avoir des
place assise dans son point de vente. Malheureusement, c'est ce qui est fait. C'est vente à emporter. Donc que les gars ont transformé. Aujourd'hui, ça veut dire, permettez que je non, laissez-le terminer. Non, laissez-le terminer. Non, Joseph, non, il va perdre le fil de sa pensée. C'est ce qui veut dire que un débit de boisson qui est vente à consommer sur place va jusqu'à minuit. Au-delà de minuit, il n'est plus dans la réglementation. Il y a ceux qui ont les licences pour opérer jusqu'à 4 heures du matin. Eux, ils ouvrent à 21 heures pour opérer jusqu'à 4 heures du matin. Ça, c'est les échelons de débit de boisson. Vous comprenez un peu. Donc, on peut se retrouver dans ce désordre-là parce qu'il y a, comme vous avez dit, la tolérance administrative et le passage de nos amis qui viennent nous dire bonsoir tous les soirs et puis on reconnaît. Ça, on reconnaît ça. Oui, c'est le bonsoir. Oui, on comprend ce que ça signifie. Donc, on ne peut pas dire le contraire de tout ceci. Mais le propriétaire des débits de boissons, nous également, nous sommes des parents. J'aimerais préciser ça. Nous ne sommes pas d'accord que nos enfants aillent s'enivrer le soir et reviennent et ne peuvent pas aller à l'école. Parce que généralement, on pense seulement que notre rôle, c'est de vendre l'alcool. Et on parle depuis de la drogue. On ne vend pas la drogue dans les débits de boissons. Si on connaît un point de vente qui est spécialisé dans la vente de la drogue, c'est que le point de vente devait être scellé depuis. Parce que quand vous parlez de la drogue, c'est les gens, les dealers qui les vendent sont là. Et peut-être les hommes en tenue leur connaissent, nous on n'en sait rien. Nous on est spécialisé pour la vente de l'alcool. Si vous considérez que l'alcool c'est de la drogue, eh bien, commencez à fermer les entreprises brassicoles. Nous ne sommes pas là pour vendre de la drogue. C'est pas ce qui est dit, c'est qu'autour de tout cet environnement-là, il y a beaucoup mais pas dans les débits de boissons. J'aimerais protéger mon secteur d'activité parce que j'aimerais dire que pas dans les débits de boissons, on ne vend pas la drogue. On comprend votre posture sur ce plateau, rassurez-vous. Et merci de continuer la sensibilisation sur le terrain. On a juste moins de 4 minutes pour achever ce programme. Chacun va dire quelques mots pour sortir de cette thématique. Maintenant que la mesure est levée, vous, FDC, vous proposez quoi pour que demain il n'y ait plus de meurtres, d'agressions, de nuisances sonores, etc. Non, malheureusement, il y aura toujours les meurtres, il y aura toujours les nuisances sonores. C'est la vie qui est ainsi faite, ça je l'ai dit. Par contre, il faut réorganiser, il faut que les élus locaux prennent le dessus d'un certain nombre de choses. Pour nous, FDC, c'est fondamental. Les élus locaux doivent jouer leur rôle. Arrête de rester dans leur commune ou au Parlement. Les élus locaux doivent jouer leur rôle. Voilà ce que nous, FDC, nous pensons. Joseph. Oui, je veux dire que la loi n'est pas seulement répressive, elle est aussi dissuasive. Et donc, si constamment les forces de l'ordre pouvaient faire des patrouilles, ça c'est pour contrôler deux choses. La première chose, pour éviter qu'il y ait ces mouvements de sexe, d'alcool, etc. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les nuisances sonores et olfactives. Parce qu'il y a également un décret de 2011 qui sanctionne ces nuisances-là. Aujourd'hui, on chante dans vos oreilles jusqu'au matin. S'il y avait constamment des patrouilles de police et de gendarmerie de temps en temps, les gens ne prendraient pas autant de liberté pour faire... Peut-être parce qu'ils sont aussi devenus, ces forces de maintien sont devenus les amis de tous ces gens-là. Et donc on en appelle finalement à la conscience civique de chacun. Oui. Alors, Yves? Oui, je pense qu'il faut simplement faire appliquer la loi, qu'on fasse appliquer la loi et que les présidents, les syndicats comme celui du président Hervé, fassent de la pédagogie auprès de leurs membres pour leur dire en fait la première sécurité commence par nous. C'est-à-dire que dans notre domaine, commençons à mettre la sécurité. Ça va permettre qu'un certain nombre de choses n'arrivent pas. Maintenant, pour les forces de maintien de l'ordre, que je salue au passage parce que j'ai souvent été témoin de plusieurs patrouilles. Ne parlons pas comme si... Mais on fait généralement les patrouilles quand il y a un incident. Il faudrait que ça soit... Non, même en temps normal. J'ai beaucoup d'amis qui sont de ce côté-là. Tu appelles ton ami, te dit qu'il est de patrouille. C'est de manière permanente. Vous avez la chance d'avoir les amis policiers. Oui, sauf que peut-être... j'ai même des amis journalistes, la preuve vous êtes là. Donc, sauf qu'on peut se dire, peut-être que le nombre de patrouilles n'est pas suffisant. Il faut accentuer. Voilà, il faut accentuer. Bref, il faut que chacun fasse son travail. Et la banalisation et la fragilisation de la signature et du sceau de l'État aussi? Non, pas la banalisation de la signature sur l'État. C'est ça. C'est-à-dire que vous avez A aujourd'hui, demain B, ça se retrouve dans tous les secteurs. Non, quand vous dites que la situation évolue, un administrateur décide ceci aujourd'hui, il se rend compte que entre le jour où il a décidé et le jour X où il est, il y a évolution, il ne peut pas maintenir, il change. On a même vu tout un ministre qui a fait un rétropédalage récemment. Ça arrive. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Nous, on va continuer, on demande seulement à l'État également, comme il a dit tout à l'heure, ailleurs,
Dans les zones de forte concentration des débits de boissons, on constate qu'il y a régulièrement la patrouille de police qui fait là, soit on crée même des postes de police. Nous, on est prêts dans on va les venir zones... boire avec eux, hein, il faut faire le travail. Nous, on est prêts à aider et accompagner l'État dans ce genre d'organisation de notre secteur d'activité parce que nous, on trouve que c'est ça qui nous permet de payer les factures et d'envoyer nos enfants à l'école. Donc, on souhaiterait que l'État réellement réorganise notre secteur d'activité. Et votre courrier a marché finalement? Bon. Il a le bras long. De jour comme de nuit. En tout cas, continuer la sensibilisation sur le terrain parce qu'aujourd'hui, n'importe qui se fait appeler un propriétaire de bar, de snack bar. Dès qu'on a un petit toit et de l'espace devant son domicile, on transforme cela en bar et en snack bar. On va vous dire merci d'être venu. Joseph Tafo, juriste, ça a été un plaisir. Merci. Je voulais également préciser que dans la mesure, avec votre permission, dans la mesure du sous-préfet, quand il scelle, la loi lui donne en même temps le droit de vider tout le bar et le vendre aux enchères, verser l'argent dans les caisses du trésor. Mais il le fait, c'est Ça, toi qui vas revenir sur ce plateau. Merci beaucoup. On va reprendre le débat. Ça, c'est quand un bail clandestin. S'il essaie de le faire, qui sera à Canal 2, Joseph Tafo, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir effectué le déplacement et joyeux anniversaire à votre parti politique. On va suivre cette actualité du côté célébration du 5e anniversaire. 5e anniversaire sous le thème Une force républicaine pour l'alternance et le vrai changement du Cameroun. Merci. Yves, ça a été un plaisir d'être avec vous encore sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé le débrief de l'actualité. On vous retrouve demain, mais avant, on dit merci à toute l'équipe technique constituée de Miller, René, Alain, Emmanuel, Collins et toute cette grande et magnifique équipe qui se mobilise chaque soir pour que vous ayez ce programme en direct sur Canal 2 International. On se retrouve demain pour une autre thématique et d'autres invités. Bonsoir. Canal 2 International. Mardi sur Canal 2 International. Check-up cette semaine fait la part belle aux tests prénuptiaux. Les avantages à effectuer des tests prénuptiaux avant une vie à deux et surtout ce à quoi on s'expose si rien n'est fait au préalable. Pour en parler, Mireille Flore d'Efofotso reçoit le docteur Christelle Mbakop, pédiatre. Quand on le découvre chez l'enfant, on teste systématiquement la maman également pour savoir si elle est malade et la traiter. Et on traite et on demande également l'examen systématiquement à son partenaire pour savoir s'il est également malade et pouvoir les traiter. Il y a tout de même quelques-uns qui sont conscients de la nécessité de ces tests. On ne peut pas se marier, être heureux si on n'a pas d'enfant. Donc il est judicieux de faire des examens prénuptieux. Check-up brille aussi par le rituel de ses rubriques. Parole aux pharmaciens. Nous allons échanger sur qu'est-ce qu'il faut faire si vous avez un reste de médicaments. Et la chronique du dentiste. Vous ne pouvez pas manquer cette nouvelle édition de Check-up, diffusée tous les mardis à 21h sur Canal 2 International. Simon Supertonique pour des constructions rapides et durables. Voisin, en quittant ici le matin, tu étais en train de tripoter sur la moto. Donc jusqu'à présent, tu n'arrives pas à démarrer. La moto, si, ça démarre 2 jours, ça tombe en temps 2 semaines.
Ouvre tes yeux et tu regardes. Ça parce que tu as bouffé une petite tontine, tu as acheté une petite moto que tu faut que tout le quartier sache. À Bazar, quand tu achètes une moto, automatiquement tu participes à une tombola qui te permet de gagner des lots. Et par coup de chance, tu peux gagner une deuxième moto. Pardon, je cours tout de suite à Grand Bazar. Grâce à la promo Grand Bazar, profitez des motos Bazar plus solides, plus résistantes, plus puissantes, plus robustes, plus pratiques et plus économiques. La disponibilité des pièces de rechange d'origine et un service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Me voilà, je viens de gagner 2 motos. C'est ça que je fais. Avec les motos Bazar chez Grand Bazar, vous ne reviendrez plus chez nous par hasard. Bautu bamo esukudu mulema binyo kasama soma mam. Esukudu yende ya fensi bela benates informatique. Etela me o Cameroun o joko le bautu informatique na digital. Onyola nika